y a 2 ans, dans la dispute, nous avions déjà débattu autour d'un livre de Marina de Vannes. C'était son premier livre paru, Passer la nuit, publié chez Alia. J'avais alors dit tout mon intérêt pour les débuts en littérature de celle qu'on connaissait déjà comme comédienne et comme réalisatrice. Ce premier livre s'intéressait au quotidien presque immobile de la narratrice et parvenait à créer une sorte de suspense sur le vide, à générer en tout cas une tension très palpable, physiquement présente, autour d'une question: comment et peut-être surtout pourquoi rester en vie. Alors on retrouve Marina de Vannes avec Stéréoscopie et une nouvelle plongée dans le flux de pensée de l'auteur qui ne cache plus du tout le caractère autobiographique de son texte, qui débute par son séjour cannois pour la présentation au festival de son film Ne te retourne pas avec Monica Bellucci et Sophie Marceau. Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron de mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. Émilie Barnett, vous avez proposé ce livre de Marina de Vannes pour la dispute. Première raison de ce choix après une gorgée d'eau. Voilà. Pour avaler quelques médicaments. Non, absolument non. Non, pas de cachet. Enfin, pas dans ce studio en tout cas. Non, malheureusement, hélas. Comment ça? Non, mais parce que les médicaments, ça fait pas du bien. Enfin, en tout cas, ça fait pas du bien à la narratrice de ce second livre de Marina de Vannes. Moi, je suis venue avec une petite phrase que tout le monde connaît, tout le monde ou presque connaît, de Edgar Poe. Allez-y, on va voir. Je vous l'ai fait en anglais puis en français. Très bien. I became insane with long period of horrible sanity, qu'on peut traduire par je devins fou avec de longs intervalles d'horrible lucidité. Et je trouve que cette phrase colle très très bien au texte de Marina de Vannes. Mais l'accent anglais, moi, Edgar Poe quand même. Enfin bon. Que ça ne vous va pas. Non, c'est l'accent. J'attendais un accent. Ben oui, c'est ça pour Edgar Poe. Oui, je sais, mais je détache bien les syllabes comme ça. Non, mais c'est magnifique. Non, mais je veux pas coller à Marina de Vannes un parrainage trop lourd à supporter, mais c'est vrai que je trouve que ce texte, vraiment très sincèrement, si on décide de le lire d'une traite et d'en sortir très très peu, avec quelques respirations tout de même, c'est un texte vraiment, j'allais dire foudroyant. Alors c'est un terme peut-être un peu fort, mais vraiment très très singulier, très noir, très asphyxiant. C'est vrai que son premier texte, vous en parliez Arnaud, je dirais était plus du côté d'une observation des symptômes d'une claustration, d'une dépression, une addiction à l'alcool qui était déjà là, mais on était vraiment dans un intérieur. C'était l'intérieur au sens symbolique évidemment, mais aussi très très physique du terme, puisque l'auteur, j'ai du mal à dire l'auteur, on va dire la narratrice, l'auteur, descendait de temps en temps, aller boire des verres de vin en bas de chez elle. Bon, mais à part ça, elle voyait assez peu de gens. Là, je dirais qu'on est vraiment dans une plongée dans les racines du mal. On est du côté à la fois de la causalité du mal et aussi du traitement du mal, puisque donc ce personnage va finir par se médicamente pour des raisons par addiction d'abord, mais aussi parce qu'elle va simplement faire l'objet d'un traitement, puisqu'elle décide de se soigner, et donc va pour cette raison rencontrer plusieurs thérapeutes, et va faire l'objet, et ça c'est la part je trouve tout à fait passionnante du livre, d'une bataille entre deux médecins théoriques, entre deux médecins qui ne sont pas d'accord sur la façon de traiter ce mal. Et c'est là que je trouve que le livre devient tout à fait passionnant, c'est qu'on pourrait se dire, d'ailleurs très honnêtement, elle intitule son livre Stéréoscopie, et en couverture, il y a une œuvre dont on découvre au dos de la couverture qu'elle s'appelle Nombril. Donc
Donc elle est en train de nous dire en gros, je vais vous parler de mon nombril, mais en fait le livre parle d'autre chose aussi, et notamment donc de cette confrontation, ce conflit thérapeutique qui intervient évidemment dans une seconde partie du livre. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant, mais en tout cas, voilà, c'est un livre très très fort. Poser tout cela et pendant que vous parlez, Philippe Laroche prend encore et toujours des notes. Philippe. Oui, mais c'est un livre qui mérite d'être lu avec le plus de vigilance possible, ne serait-ce que parce qu'il y a tout de même un aspect pharmacologique dominant. Il y a cet aspect Vidal. Moi, je sais pas, j'énumère. À chaque fois, j'imagine un poème ou bon, évidemment, le Valium, tout le monde connaît, le Xanax, les phénylgancodéinés, bien sûr. Prozac, on connaît, l'Imovan, oui. Le Mediator, bon, le Depakote, je connaissais pas. Le Risperdal, le Tegretol, l'Akinéton, on dirait presque des œuvres d'auteurs de science-fiction, si vous voulez. Bon, c'est ça qui est assez étonnant. Le Terson, le Rivotril, le Terlène, et puis le Kepa, sur lequel on repose beaucoup d'espoir, qui est un anti-épileptique. Donc, si vous voulez, ce qui est étonnant dans ce livre, c'est qu'il s'agit de la relation précise et minutieuse, clinique, bien entendu, d'une dépendance, et la dépendance d'une femme qui à la fois paraît avertie de tout, c'est-à-dire qu'il y a, même dans le style, dans le soin avec lequel elle précise les choses, on se dit, si elle était vraiment aussi raide défoncée en montant les marches soutenues par ses deux frères, comment fait-elle pour reconstituer tout ce qu'elle a fait les jours d'avant, les jours d'après? Et là, il y a un peu un mystère. Donc, et j'ai envie de dire qu'il y a presque un ressort là de fiction, même si on est encore une fois dans la relation d'événements qu'elle vit à travers son corps. Et on se dit, comment peut-elle faire pour être à la fois avertie de tout, ne serait-ce que des manipulations dont elle pense être l'objet, ou qu'elle-même orchestre, parce que la fameuse opposition ou la mise en rivalité entre ces deux thérapeutes, Michael, qui est si beau, mais qu'on va découvrir si insensible par ailleurs, et Hector, c'est quand même elle qui l'organise. Et c'est elle qui l'alimente d'une certaine manière. Parce que l'un et l'autre savent qu'ils ont, si je puis dire, un rival. Donc il y a celui qui est Dieu, et puis il y a une espèce d'auxiliaire de Dieu ou d'ange, qui est peut-être plutôt l'ange d'ailleurs, de Marina que l'ange évidemment de Michael, qui dit non mais là il déconne avec ses doses, il faut absolument qu'il les modère, qu'il les module, voilà. Et là on se dit comment peut-elle être avertie de tout, être dans la manipulation et en même temps être sujette, comme elle le démontre, à des hallucinations constantes, à des phobies, à des attaques de panique, ça elle le relate assez souvent, dans certains lieux, etc. Et moi j'avoue que j'ai marché peu à peu en me disant bon même ce côté procès-verbal peut être par moments un peu étouffant. J'ai été déçu par la chute. Parce que d'une certaine façon, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Il y a une phrase, une phrase plaquée qui est l'avenir m'appartient. C'est ça qui est bien. Ah mais là j'étais frustré parce que je commençais à marcher moi. Et là on sent bien qu'il y a une ellipse. Vous voulez un happy end? Non, je veux du Shakespeare. Moi, je veux du dénouement. Bah, Hector, ça vous va pas, Hector? Merde! Appelez-moi Achille, appelez-moi Achille. Mais bon, si vous voulez. Et là, c'est d'une frustration. Vous avez grillé votre joker, Émilie. Non, mais je me suis fait baiser, si vous voulez. Donc, et c'est là où, quelque part, je suis un peu réservé sur, encore une fois, sur le livre. Bon. Oui, non. Là est votre réserve. Non, mais moi, simplement, pour rebondir sur ce mot de fiction, je le trouve très important, effectivement. Moi, je pense, alors, je me suis dit, est-ce qu'elle a pris des notes tout au long de cette cure, de l'abstinence, parce que je me dis, on peut pas recomposer à ce point, sans s'appuyer sur aucune note, aucune observation, une réalité. Et en même temps, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si, c'est de la fiction, c'est de la reconstruction. À la fois, on est sur un tremplin documentaire, le socle est documentaire, mais après, ce n'est que de la reconstruction. Oui. Cette relation sadomaso qu'elle installe, dont elle est la proie, ou la maîtresse, l'investigatrice, on ne le sait pas très bien, mais en tout cas, ce triangle chimique et amoureux qu'elle installe dans le livre, c'est de la pure fiction. Je crois qu'on peut pas, absolument pas, se dire qu'on est collé au réel et qu'on en décolle jamais. Elle indique tout de même qu'elle se sert, elle réentend des messages sur un répondeur. On n'est pas obligé de la croire non plus. Voilà, mais tout ça décrit ses liens avec autrui, puisqu'elle parle bien d'autrui aussi dans ce livre. En revanche, il y a encore une fois la reconstitution de gestes, de comportements, etc. Et là, on se dit, mais comment fait-elle pour être à la fois stone et en même temps d'une lucidité à couper au couteau. En même temps, si je citais cette phrase de Poe, pardon, je reviens dessus, mais c'est bien parce que dans la même phrase sont accolés les mots folie et lucidité. Et je pense que c'est ça qui est très fort, et je pense que c'est un des traits de la dépression, c'est qu'on est
absolument n'empêche pas, lucide et spectateur de son mal, et que c'est justement toute la terreur liée à cette maladie. Alors que là, on est dans le cas quand même, apparemment, de la psychose maniaco-dépressive. Oui, on n'est pas dans la dépression. On connaît l'épisode mélancolique et l'accès ou le tournant maniaque. Elle parle de bipolarité. Voilà, oui, mais c'est l'équivalent, si vous voulez. Et justement, ce qui est frappant, c'est que c'est une maladie terrible. On découvre qu'il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, qui en souffrent. Tout le monde finit par se demander s'il n'est pas maniaco-dépressif. On pose en tout cas sur de plus en plus de gens ce diagnostic, bien qui sûr, est très discutable aussi. Hein. Mais le propre de cette maladie, c'est là où quelque part elle nous pose une question terrible, c'est qu'il y a une parfaite autonomie, si je puis dire, de la maladie par rapport aux circonstances. C'est-à-dire que ce ne sont pas les circonstances qui vont dicter le comportement maniaque ou l'accès maniaque, pas plus que l'épisode mélancolique, quoi. Et donc ça signifie que on est quand même un peu objectivé. Je veux dire, quand on souffre de cette maladie, on est le maître du monde. On perçoit plus ou moins qu'on est maître du monde, mais on a perdu quand même le contact avec la mesure, c'est-à-dire avec la réalité, tout simplement. La réalité commune. La réalité, c'est ce qui est mesurable, par définition, quoi. Ce qui est partageable avec les autres. Mais j'imagine, Émilie, que vous avez été frappée aussi par le fait que cette femme est à la fois donc cinéaste, scénariste. Donc c'est quelqu'un qui travaille solitairement, mais qui en même temps, au cinéma, on travaille avec une équipe. Donc il y a une dimension collective. Alors elle parle assez fréquemment des assistants qui la secondent, etc. Ouais. Et on s'est dit aussi, mais comment fait-elle? Oui. Mais non, mais Dieu, comment fait-elle? Non, mais à cet égard, moi je trouve que toute la scène d'ouverture dont vous parliez tout à l'heure, Arnaud, est absolument grandiose. C'est-à-dire, il y a cette première scène ultra glamour, a priori, on est sur le tapis rouge cannois, Marina de Vanne présentait son film, elle est entourée de Sophie Marceau à droite, Monica Bellucci, la belle italienne Monica Bellucci à gauche. On se dit, bon, elle est voilà, sous les flashs des photographes, et en fait elle est en train de nous dire qu'elle tient à peine debout parce qu'elle s'est envoyé un cocktail Molotov de médicaments tout au long de la journée, qu'elle a 3 bouteilles de champagne, qu'elle embrasse tous les types qui lui tombent sous la main. Donc cette scène devient totalement hyper décadente, et évidemment forcément, et puis ultra glauque au bout du compte. Et vraiment, moi, il y a une autre chose extrêmement frappante. Là, on n'a pas encore, à mon sens, suffisamment parlé. C'est simplement aussi qu'on est dans une écriture. Alors. Voilà. J'avais un passage, moi, sous le coude. Allez-y. Voilà, je trouve ça très écrit, mais au sens pas fabriqué. Je trouve qu'il y a des passages très, très beaux. Négligé, toujours vêtu des mêmes vêtements sales, je sentais l'assoupissement de ma vigilance et de mon angoisse dès les premières gorgées d'alcool. Absorbée par une hypnose dans laquelle je me sentais animale, bovine, éblouie par la lumière, effrayée par le bruit, plongée en moi-même, dans la suspension d'un temps où je baignais comme dans une eau croupie, ma propre impatience s'envolait. Je me refermais cependant pas sur moi-même, au contraire, il me semblait m'ouvrir comme une fleur sauvage que le vin apprivoisé, déployé, offrait au vent brutal. Alors, je vais enchaîner pour dire qu'effectivement, alors moi j'avais beaucoup aimé Passer la nuit, dont je trouve que la fin d'ailleurs était beaucoup plus forte. Là, je rejoins plutôt Philippe Delaroche que la fin de ce livre aussi, Stéréoscopie. Moi, je pense que on a affaire, c'est à l'évidence, à un véritable écrivain. On n'en a pas tant que ça, et surtout de cette eau-là dans la littérature française. Ça dit, j'ai lu 2 fois, c'est l'avantage des livres courts, ce Stéréoscopie à 3 mois d'intervalle, et j'avoue que la deuxième fois a été moins forte, en tout cas comme impression de lecture, parce que il me semble que Passer la nuit, ça touchait davantage à l'universel, et que là, avec Stéréoscopie, on est quand même une situation précise, d'une personne précise. Il y a quelque chose qui était plus de l'ordre de l'abstraction peut-être dans Passer la nuit, et là on est plus dans du figuratif, et qui du coup me touche moins d'une certaine façon. Mais en même temps, ça sort tellement du lot de la production littéraire française que je suis très heureux qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que c'était un livre important de la rentrée, que Marina de Vanne n'a pas du tout eu l'écho qu'elle devrait avoir. Très peu, donc merci à vous, Émilie, de l'avoir promise à ce programme, parce qu'effectivement, elle était passée un peu inaperçue. Il faut quand même ajouter qu'il y a une deuxième pharmacie beaucoup plus intéressante, dont elle parle assez peu, même si, encore une fois, elle en fait état, c'est évident qu'elle, malgré tout, elle continue de lire. Il y a des lectures, ces lectures l'accompagnent. Et les lectures, ça renvoie à des livres, à la littérature. Elle le développe pas spécialement dans le livre, mais enfin, c'est très important. Et c'est d'autant plus important et frappant que, par ailleurs, vous aurez remarqué que elle se donne entièrement à la psychiatrie et à la chimie. J'ai envie de dire à la psychiatrie lourde. Pour quelqu'un qui est près du verbe et de la parole,
il n'y a pas un mot sur l'analyse ou sur la psychanalyse. Non, mais on quand est même- très très peu Non, dans mais- la psychologie. Ah ouais. C'est ça qui est c'est étonnant. pas un grillage, je dis Ouais, simplement. Mais comme Passer pour la moi, nuit c'est aussi, symptomatique hein. de Ouais. l'époque aussi. Mais elle parle de son Et livre symptomatique comme... ouais. d'un certain état ou d'une certaine pathologie. Mais il y a des cas qu'on peut estimer que c'est peut-être des cas de détresse totale où l'analyse ne paraît pas un secours possible, mais en même temps, il y a cette idée qu'à côté du guide Vidal, encore une fois, des somnifères, des antiépileptiques, des anxiolytiques, de tout ce que vous voulez, elle continue d'avoir ce contact avec Il y a la littérature. la Non, lecture, le Bien livre. sûr. Voilà. Mais Et là, de l'écriture. ce point de vue, elle a une démarche tout à fait naturaliste. Elle veut connaître le nom des médicaments Ouais. par lesquels elle est traitée. Elle a cette curiosité-là. Elle parle de son livre comme d'un voyage toxicologique et médical depuis 2009. Et c'est limite Bouvard et Pécuchet par moment. Quand elle nous cite, elle nous fait les Oui, catalogues. absolument. J'y ai ses pensé d'ailleurs, ordonnances. c'est drôle. C'est ça. J'ai pensé à Flaubert, Bien. j'ai pensé à Bouvard et Pécuchet parce que c'est un peu un Bouvard et Pécuchet, encore une fois, enfin, Ouais. justement, de la croyance ou du salut attendu de la chimie en psychiatrie. Non, mais encore une fois, c'est très très fort. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a un mot et un verbe qui reviennent souvent, c'est jouissance et jouir. Oui. Et en même temps, il y a un aspect doloriste. Ah oui, tout ça. complètement. Ouais. Parce que quand elle évoque, par exemple, ses Ouais. automutilations, cette espèce, on ne sait pas si c'est la haine du corps, si c'est la haine de l'être là, si et en même, mais pour moi, Non, mais ce qui la retient prisonnière, sa chaîne, c'est, je crois, je me permets, hein, mais ça veut dire que j'ai marché dans le livre, encore une fois, c'est cette volonté de maîtriser. Parce qu'en fait, elle ne se livre pas vraiment. La preuve, c'est que cette mise en opposition des fameux thérapeutes, Michael et de Hector, c'est une façon de dire que elle aura toujours le dernier mot. Ouais. Parce que c'est elle qui est la pierre d'angle, si je puis dire, du dispositif. Je ne suis pas le thérapeute évidemment de Marina de Vannes, mais le lecteur peut pas s'empêcher, comme un père de substitution ou un grand frère de substitution que je pourrais être, de se dire, c'est bizarre, pas un mot sur la psychanalyse, tout dans la psychiatrie, tout dans la chimie, et puis Oui, mais la citation ça marque un que refus Émilie a absolu, choisie est tout à fait éloquente. Enfin, et de temps à autre, il y a d'autres formules qui sont moins inspirées, moins poétiques, parce que justement, on sent la volonté de maîtrise, de description naturaliste. Ouais, Voilà, méticuleuse. Voilà, et c'est là où- méticuleuse. Voilà. Mais c'est vrai qu'à côté de cette méticulosité, il y a une vigueur absolue, quoi. Je trouve. Vitalité. Ah ouais, je trouve vraiment qu'une vitalité folle se dégage, une énergie folle se dégage de ces pages, contre toute attente, voilà, et contre le sujet même du livre. Oui, mais c'est bien pourquoi le livre est là, Et- justement. ouais. aussi. Ouais, ouais. J'ajoute juste un mot, quand même. Là aussi, c'est la réaction de lecteur un peu. Je suis midinette dans l'histoire. Le psychiatre qui entre dans un jeu sadomaso avec sa patiente, et c'est un truc, normalement, on est exclu Ouais, du mais jour au qui- lendemain devant alors, des médecins. Élégance absolue qui l'autorise implicitement à mentionner la nature de cette relation dans Oui, son livre. oui, tout à Elle fait, le oui. dit. Mais, Ouais. Ah, là, il y a un le type, il a basculement. pas peur, quoi. Ça intervient dans le Hein. dernier quart du livre. Ouais. Mais on se dit, purée, je trouve que ça va aller. D'où ma frustration Ouais. dans les dernières pages. Ouais, mais bon. Bon, vous avez compris qu'on vous recommande tous trois Stéréoscopie de Marina de Vannes, publié chez Alia, qui continue, cette maison, à nous offrir très régulièrement de très beaux livres et de très beaux textes. Et on a hâte de lire le prochain livre de Marina de Vannes, parce que vraiment, il y a un auteur qui est là, qui existe et qu'on a envie de continuer à lire, même si c'est une lecture qui n'est pas toujours très agréable, hein, mais les lectures sont aussi parfois éprouvantes, mais il y a la beauté quand même d'un texte et la force d'un texte.